je vous présente la Ligue d'impro. Alors, on a de gauche à droite le coach de l'équipe, Nadine Rubéus, voilà, qui va un petit peu faire l'aller-retour entre ces comédiens et vous et nous. On va vous demander de travailler un petit peu aujourd'hui. Exactement. Vous allez être mis à contribution. Vous allez voir. On va voir si vous avez des émotions. Voilà. Juste à côté d'elle, Valérie Moureau, comédienne. Marie-Mathilde Amblat. Et Yann de Monterneau. Je vous préviens, c'est des athlètes de l'émotion. Vous allez voir. Il n'y a qu'à demander, ils font. C'est ça l'impro. Voilà. Et nous avons un cerveau de l'émotion à mes côtés. Anne-Solène Maria, vous êtes psychologue à l'Institut Mutualiste Montsouris et doctorante dans l'unité INSERM U669. Et donc vous allez peut-être demander aux comédiens de jouer des émotions, le public va demander aussi, puis surtout nous expliquer ce qu'on a vu, parce que c'est vrai qu'il y a toute une science de l'émotion, dont on a largement parlé tout à l'heure avec Philippe Vernier et Rufus, mais on va le faire un petit peu différemment avec l'improvisation. Alors j'ai laissé la parole au coach de l'équipe, Nadine, qui va mettre en place un petit jeu quiz. Enfin, un petit challenge pour les comédiens. Donc pour cette première improvisation sur les émotions primaires, on va vous demander simplement un mot. Donc qui pourrait me donner un mot? N'importe quel mot. Détresse. Alors, plus un mot qui n'a pas de rapport justement avec les émotions. Cloche. Pardon? Cloche. Cloche. Est-ce que ça vous va? Très bien. Ça vous va? Oui. Cloche. Cloche. Et vous allez tirer donc petit papier, donc une des émotions primaires, voilà, que vous allez découvrir. À la fin de cette improvisation, Anne-Solène vous demandera si vous avez reconnu l'émotion primaire en question. Donc, ici, c'est Notre-Dame. Et les cloches ne fonctionnent plus. C'est dommage. Mais qu'est-ce qu'on entend, alors? Écoutez, vous êtes comme moi, vous entendez... Mais c'est le tocsin. Mon Dieu, c'est ma propre mort qui est annoncée. Oh, mais qu'est-ce que t'as, Frédéric? Encore un cauchemar? Oh, c'était le tocsin. Merci. Bon, alors, est-ce que vous avez peut-être une idée de l'émotion qui a été très bien jouée, d'ailleurs? Oui. Les émotions bien connues. Est-ce que quelqu'un a une idée? La panique, l'angoisse, la peur, j'entends. Effectivement, tout un tas de vocabulaire qui exprime l'émotion primaire qui est la peur. Est-ce que sur quoi vous vous êtes basé pour reconnaître cette émotion? Est-ce qu'il y a des éléments, des signaux sur lesquels on se base plus spécifiquement pour reconnaître une émotion? La voix, ouais. Les tremblements. La respiration aussi, ça se voyait bien, la crispation, ouais, tout à fait. Bah, voilà des éléments qui permettent de bien reconnaître, de bien transmettre aussi cette émotion-là. Bon, je propose qu'on passe peut-être à une deuxième improvisation avec Valérie, donc qui va tirer une émotion et sur toujours un mot du public. Je vais me déplacer par ici. Vous avez un mot. Maton. Maton. Bateau. 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 oh, la jolie petite barque. Ah, mais moi qui avais envie de faire une mini croisière, je ne peux pas m'empêcher de vouloir sauter dedans. Une rame géniale, une deuxième rame géniale. Oh, j'adore. Et puis il fait beau. Oh, c'est agréable. Oh, qu'est-ce qu'on se sent bien. Et puis faire quelque chose qu'on aime, c'est quand même merveilleux. Ah, c'est bon. C'est bon. Martine,
Il y a un trou au fond de la barque. N'oublie pas que tu ne sais pas nager. Ah, c'est pas grave. Il y a une bouée. Merci. Bon, alors un peu les mêmes questions que tout à l'heure. Est-ce que vous avez remarqué des signaux qui vous permettent de déterminer quelle a été l'émotion jouée à l'instant? La joie, ouais. Bravo. Effectivement, difficile. Hein. C'est une des émotions, a priori, qui est le plus rapidement reconnue, qu'on arrive le plus facilement à discriminer chez l'humain, en règle générale. On peut avoir plus de difficultés avec les émotions considérées comme pénibles, mais la joie, généralement, rassemble les foules. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a un thème imposé dans l'enveloppe, et puis après, un mot, ça peut être n'importe lequel. Donc, il y a un travail intellectuel hein, pour monter la petite scénette, et en temps limité. Bravo. Allez, Marie-Mathilde. Donc, Marie-Mathilde, tu tires déjà une petite émotion. Okay. Voilà, tu te prépares. Et toujours un mot. Madame? Voiture. Voiture. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais c'est pas du tout ce que je lui ai dit. Mais c'est pas du tout la voiture que je voulais. Mais qu'est-ce qu'il... Il veut me faire une surprise, il me met ça, bon anniversaire ma chérie. Il me met cette voiture ignoble dans le garage. Mais c'est dégueulasse, je supporte pas cette couleur. Enfin, qu'est-ce qui m'a mis un abruti pareil comme mari? Mais c'est pas possible. Il me demande ce que je veux pour notre anniversaire de mariage. Et il m'offre pas du tout la voiture que j'ai demandée. Alors, une Lamborghini, c'est bien, non? Écoute Jean-Charles, ce à quoi ça va me servir, ce véhicule, c'est juste m'éloigner très très loin de toi, tu sais, très loin. Alors, une petite idée? Une colère, oui, effectivement, exprimée à son paroxysme en plus, hein, avec la voix, tout qui va bien. Bon, est-ce que c'est une émotion qui est facilement reconnaissable? Vous avez trouvé? Oui, c'est ça, c'est un bon indicateur, ouais. C'est du bruit. Bon, mais on verra après que la colère n'est pas forcément une émotion qui s'exprime si facilement que ça, que c'est une des émotions qui socialement peut être considérée, enfin, peut être assez mal vue, qui n'a pas très bonne presse. Donc on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Un petit carton. Vous avez un mot? Oui. Élection, voilà. Élection. Mais où est-ce que je vais m'appuyer? Quelqu'un a vomi dans l'isoloir. Excusez-moi, c'est le seul isoloir et quelqu'un a vomi à l'intérieur. Excusez-moi, monsieur, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à pas venir... dans ce bureau pour voter. Alors ça, c'est aussi considéré comme une émotion primaire, mais souvent on n'y pense pas en premier lieu. Ouais, le dégoût, qui est considéré comme une émotion primaire parce qu'elle a un but dans la survie de l'espèce, où globalement elle nous empêche de nous empoisonner, de tomber malade, enfin dans la mesure du possible. En tout cas, c'est son rôle principal, son rôle premier. Et il me semble qu'il reste une dernière émotion. Oh, il en reste deux. Oh là là, effectivement. Monsieur? Un mot? Quelqu'un un mot? Engrenage. Engrenage. Alors si tu me quittes, ça veut dire forcément que je me retrouve seule. Et que si je me retrouve seule,
vu que c'est toi qui gagnes énormément d'argent, je n'ai plus rien, que forcément, puisque je n'ai pas d'argent, je n'ai plus de maison, tu vas avoir la garde des enfants. Et que si tu as la garde des enfants, j'ai plus qu'à me suicider. Et que l'avenir se ferme. Mais écoute, maman, je comprends pas, là. La garde des enfants, je peux pas me garder moi-même toute ma vie comme ça. J'ai besoin de liberté, tu vois, faut que je parte de chez toi, là, c'est plus possible. Puis tu dois te débrouiller toute seule, je peux pas tout te payer tout le temps comme ça, c'est... Hein? Oh, Allez, non, mais c'est... à bientôt, bon courage, hein. Oh, ben... Ça va. Est-ce que quelqu'un peut nous dire la tristesse, la détresse? Il y a une différence entre tristesse et détresse? Ouais. C'est vrai que c'est d'ailleurs pour ça que l'émotion, quand on parle de l'émotion, on parle de la tristesse, c'est-à-dire celle qui dure un temps limité. Là, en tout cas, c'était une expression d'une émotion de tristesse face à une situation précise donnée, qui ensuite a entraîné un certain nombre de petites ruminations. Ah bah non, grenage, hein. Voilà, c'était tout à fait en accord avec le thème. Ok. Et la dernière, donc. Un mot. Crevette. Merci, jeune homme. Crevette. Ah bah alors là, c'est vraiment... C'est vraiment super. Alors, autant le cadeau de mon ex-mari pour notre anniversaire de mariage était complètement raté, autant ce repas thaïlandais avec cette soupe de crevettes, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, j'ai les larmes qui me viennent un peu de... Je suis tellement contente, je suis tellement émue. C'est incroyable, vraiment merci. Tu disais quelque chose parce que j'étais aux toilettes. Je m'entraînais pour quand j'allais rencontrer quelqu'un qui allait me faire un cadeau. Surprise, ouais. Alors, la particularité de cette émotion, c'est que... Alors là, c'était plutôt positif, hein, parce qu'une soupe de crevettes, quand même, ça vend du rêve, effectivement. La surprise, voilà, ça aurait pu être aussi une surprise à valence plutôt négative. C'est une émotion qui peut vraiment être à double tranchant dans les deux versants. Donc là, on a eu un versant plutôt sympathique. Bon. Ouais. Ils étaient bons, hein? Ah, mais ils sont fascinants. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a combien finalement des émotions qu'on vient de voir là? 6 ou 5, je sais plus. 6, hein, voilà donc. Mais bon, ils sont pas vraiment entrés dans le cœur du sujet, c'était un petit peu effleuré comme ça. Et vous pensez qu'on pourrait leur demander de creuser une émotion? Oh bah je pense qu'il y a tout à fait moyen de faire ça, effectivement. Et d'ailleurs, une des premières émotions qu'on va aborder, je vous le disais tout à l'heure, c'est la colère. C'est la colère. Alors, la colère, on a pas mal de croyances associées à cette émotion. Ouais, faut pas se mettre en colère, ça se fait pas, non? C'est ça, il faut pas se mettre en colère. La colère fait faire pas mal de mauvaises choses ou de choses inappropriées. Ça, c'est quelque chose qu'on nous enseigne depuis qu'on est tout petit. D'ailleurs, avec une grande différence garçon-fille, parce que autant Rufus et Philippe Vernier le disaient tout à l'heure, la tristesse n'est pas du tout valorisée de la même manière chez les hommes et chez les femmes, mais c'est un petit peu la même chose pour la colère. Autant on admet qu'une petite fille se mette à pleurer, soit émue, etc., autant qu'elle pique une grosse colère, c'est quelque chose de pas foncièrement admis, alors qu'un garçon un peu colérique, un peu qui a envie de se battre assez facilement, ça peut être assez valorisé. C'est quelqu'un... En tout cas, c'est ce que montrent pas mal d'études, que ça fait partie des émotions qui sont plutôt valorisées chez les petits garçons, de pouvoir se battre assez facilement, etc., d'être quelqu'un de fort. Voilà. Alors on leur demande de faire des petits garçons? Donc, une situation... on va vous demander une situation. Donc sur cette improvisation sur la colère, une situation de départ.
la voie publique. Une situation assez large, la voie publique. D'accord. Ça vous va, ça? Oui. Oui, d'accord. Oui. Donc, la voie publique. On prend quand même 20 secondes pour se mettre d'accord sur notre démarrage. Il n'y a pas de ticket de rédacteur, très bien. Je vais verbaliser. Oh putain! Je reviens! Cling! Cling! C'est à vous cette voiture? Oui, c'est ma voiture, mais j'étais pas... Vous n'avez pas vu qu'il y avait des eurodateurs? Oui, j'ai vu, mais vous voyez que j'ai mis mes clignotants, donc j'avais l'intention de partir, je buvais un café, c'est nécessaire pour que je reste un peu éveillé quand je conduis, donc je repars tout de suite. Non mais écoutez monsieur, de toute façon vous pouvez dire ce que vous voulez, maintenant c'est écrit, à partir du moment où c'est écrit, je ne peux plus l'enlever. Ce n'est pas grave monsieur, regardez, j'ai un double, voilà. Ah, vous Donc, n'allez pas écoutez- commencer, écoutez, non. Écoutez, Quoi, je on ne va vais se pas mettre- commencer monsieur, vous êtes dans votre tort, alors qu'il faut prendre un ticket, comme tous les gens, regardez, on Écoutez, peut regarder, j'ai- toutes les voitures ont leur ticket, toutes les voitures ont leur ticket, et monsieur non, parce que monsieur est au café, tranquillement. Écoute ma jolie, on va se calmer tout de suite, hein. J'ai 50 ans, c'est pas une gamine de 22 ans ou 23 ans comme toi qui va commencer à me Dites faire la donc, morale. poète, j'en ai 47, hein. Alors si vous croyez que vous allez, hein. Eh ben sache alors- que tu les fais pas, alors. Ouais, hein. alors vous êtes en train d'essayer de me, hein. C'est de la corruption de fonctionnaires, ça Écoute, s'appelle, alors, ça. Avec moi, hein, on n'élève pas la voix parce que je suis entraîneur de catch. Donc, si tu veux commencer à lever la voix... C'est ça, mais casse-moi la gueule Hein pendant que tu y es, gros con, va. mais je vais pas m'en empêcher, hein, je vais pas m'en empêcher. Regarde, tu Vous vois, êtes les d'une mauvaise muscles, là, foi, qui- monsieur. Vous êtes dans votre tort. En plus de ça, vous êtes un homme et vous n'acceptez pas d'être dans votre tort. Toi, tu la fermes. Maintenant, tu vas fermer ta gueule. Excusez-moi là, mais vous êtes complètement débile ou quoi? C'est ma voiture qui est là. Et je travaille avec vous. Mais vous perdez tous la raison dans Mais- cette vie, c'est vraiment pas possible. Odile, tu viens en voiture maintenant. Mais bien sûr, mais c'est pour faire des tests, c'est ce qu'on a convenu avec le dernier circulaire. Je vais payer mon café. Ah! Bravo. Qu'est-ce qu'on a vu là, Anne-Solène? Bah là, une belle situation effectivement de colère entre les deux protagonistes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au départ, il y avait seulement une des deux personnes qui était en colère. Hein. A priori, la dame qui pose ses petits papiers, qui va faire les vérifications, bon, a priori, n'a pas trop de soucis. Et le fait que la colère commence chez un des deux protagonistes va faire que, d'une certaine manière, l'autre, s'il veut s'engouffrer là-dedans, il y a une brèche qui s'ouvre. L'autre, s'il veut s'engouffrer là-dedans, peut faire monter crescendo cette émotion. Et en fait, ce qu'on voit bien, ce qui est intéressant là dans les paroles, les gestes qui ont été employés, c'est que d'une certaine manière, le conflit, au bout d'un moment, il devient absolument insolvable. C'est-à-dire que ça va, à part monter en puissance ou qu'une personne extérieure vienne stopper ça, stopper net, pour dire qu'il y a eu un malentendu ou pour juste, d'ailleurs, séparer les deux personnes, à deux, ça aurait pu continuer comme ça encore très longtemps. Ouais. Parce qu'il y a aussi des mécanismes, enfin des expressions, des accusations qui font que de toute façon, l'autre, à un moment, va avoir besoin de se défendre, va avoir besoin d'attaquer quand il ne saura plus comment se défendre. Et donc, il y a un échange qui peut durer très longtemps et qui est à la base de beaucoup de conflits. Comment on peut faire redescendre la pression, justement, dans ces situations? Parce que c'est vrai que ça dégénère souvent sur la voie publique. Effectivement. Déjà, il y a quelque chose qui est intéressant, qu'on peut voir, qui maintient le conflit là dans la petite impro qu'on vient de voir, c'est les accusations principalement. C'est quand les personnes ne parlent plus d'elles-mêmes, de ce qu'elles ressentent. Là, au final, effectivement, il y avait une situation d'injustice, entre guillemets, qui était perçue par la personne qui va prendre son café, qui n'a pas non plus fait quelque chose de dramatique. Voilà, qui pourrait dire, là, je trouve que c'est très injuste, je comprends votre point de vue,
mais je trouve que c'est très injuste. Là, au contraire, quand on est dans l'accusation, dans vous me gonflez, vous faites n'importe quoi. Le tutoiement, même, il se tutoyait, non, au bout d'un moment. Le tutoiement. On peut peut-être l'essayer. On l'essaye. C'est une bonne idée. Un challenge. Essayons de faire autrement. Voilà. Essayons de ne pas utiliser d'utiliser le moins possible le tu ou le vous, et donc de mettre de côté les accusations et voir ce qui se passe. Eh bien, pas de rodateur. Très bien, je vais verbaliser. Je reviens. Cling, cling. Excusez-moi, c'est... C'est trop tard. On peut sûrement s'arranger. Vous avez l'air d'être une personne sensible et compréhensible. J'étais juste en train de boire un café pour rester éveillé. J'ai une longue route à prendre juste après, donc... Je comprends votre point de vue, mais je ne peux pas faire autrement. Maintenant que j'ai rempli mon petit papillon, je suis obligée... Ah, je comprends ce que vous voulez dire, mais je suis sûr que... regardez, il suffirait de changer le X en une autre lettre. Je suis sûr que vous pourriez... Parce que je pense que vous... comprenez que les hommes comme moi sont Attendez, des grands sensibles. j'avoue que je vais remettre les choses à plat. Hein. Vous voyez, je suis fonctionnaire de police. Je mets des contraventions aux personnes qui ne respectent pas la loi. Donc, vous n'avez pas mis de rodateur. Je suis désolée pour vous, mais vous avez une amende, monsieur. Écoutez, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Je sais que je suis absolument dans mon tort, mais j'aimerais vraiment vous demander d'être indulgente parce que cette voiture est à mon épouse et qu'elle ne m'a pas autorisé à la prendre. Et que mon épouse est extrêmement violente. Je comprends, monsieur, que vous vous êtes mis dans une situation délicate, je le vois. Au demeurant, je vous trouve sympathique, mais comme je vous l'ai dit, une fois... Tu te moques de moi? J'ai mis un émetteur sur la voiture, je t'ai suivi depuis ce matin. Qu'est-ce que tu fais avec cette blondasse? Tu te moques de moi, tu me trompes, Jean-Michel. Et en plus de ça, tu utilises la voiture pour aller dans des endroits où tu m'as même pas prévenu. Tenez! Je crois, madame, que vous méprenez. Je suis simplement fonctionnaire de police et je verbalise cette voiture. Tu vois cette balle de baseball, Jean-Michel? Elle est pour toi, mon gars. Je trouve, ma chérie... Ah ouais, tu l'as bien cherché. Je trouve, ma chérie, que... Écoutez, je crois que je vais faire un geste, je vous l'enlève, hein, parce que c'est beaucoup pour vous, hein, maintenant. Efficace, le jeu. Ah bah, en tout cas, on se rend compte que le conflit peut prendre beaucoup moins rapidement, effectivement. Après, ça implique pas forcément de trouver une résolution au conflit. Là, bon, en l'occurrence, ça se termine pas super bien. Mais en tout cas, ça évite de monter en puissance et de perdre de vue les origines du conflit, c'est-à-dire la situation qui est problématique et qu'on doit résoudre, pour laquelle on doit trouver une manière de trouver une solution qui soit convenable pour tout le monde. Donc rester dans le jeu, rester se recentrer sur son ressenti, sur aussi pénible soit-il, hein, parce que ressentir de l'injustice ou quelque chose qui ne nous convient pas et pas forcément quelque chose d'agréable, mais déjà rester là-dedans, se concentrer là-dedans, ça permet de prendre conscience de quel est le problème et quelle solution je peux y apporter en accord avec l'autre, ou avec les idées de l'autre d'ailleurs, parce qu'on peut trouver des idées de résolution de conflit dans le dialogue et l'échange avec l'autre. Donc voilà une des techniques qui permet de calmer le jeu un peu. Moi je me suis posé une question, pourquoi ça fait rire de voir les gens en colère? On devrait avoir peur, on est tous en train de rigoler, et à chaque fois qu'ils font la colère, on a envie de rire. C'est vrai que c'est une réaction qu'on observe de façon assez fréquente. Une des explications, parce que bon, c'est vrai que pour certaines émotions, par exemple le rire, on en parlait tout à l'heure, on a tendance à se laisser traverser aussi par la joie, par cette émotion plaisante, agréable, parce qu'au final le rire n'est pas menaçant. Le rire permet de partager des choses ensemble. C'est plutôt quelque chose de bien vécu et de positif, c'est une bonne expérience. Se laisser contaminé entre guillemets par la colère est quelque chose
qui déjà nous fait un peu moins plaisir. Enfin, c'est pas quelque chose qui peut être associé à un ressenti plaisant. Donc peut-être aussi, là, d'une certaine façon, que rire de ça, s'autoriser à rire de ça, c'est aussi une manière de mettre à distance ce conflit qui nous appartient pas. Et puis en plus de ça, on n'est pas dans une situation réelle du quotidien. Donc c'est vrai que ça donne il y a une forme de réalité là-dedans, mais une réalité qui est très cadrée, qui est très maîtrisée. On sait que la batte de baseball va pas finir dans la tête. La batte de baseball, dis donc, ça secoue. Hein. Moi, j'ai presque envie de dire, est-ce qu'on pourrait leur demander de jouer des émotions un peu plus discrètes? Parce qu'ils y vont fort, là, non? Oui, mais au final, c'est vrai. Au final, la colère est une émotion quand elle lâche, enfin quand on l'exprime, qui peut s'exprimer de façon franche et massive. Mais c'est vrai que pour toutes les émotions, on peut les exprimer à des intensités différentes en fonction de la situation, en fonction de son état d'esprit, en fonction d'énormément de choses d'ailleurs. Donc effectivement, ça peut être intéressant de. Oui, ça serait pas mal un petit curseur émotionnel. Toujours sur une situation. Donc. Un dîner de famille. Très bien. C'est bien un dîner de famille. Dîner de famille, oui. Voilà, un dîner de famille. Merci beaucoup pour ce thème. Alors, on se prend un petit temps de caucus. Voilà. Caucus. Le terme est plaisant. Béatrice, papa et moi, nous sommes contents que nous prenions ce repas ensemble. Oui. Parce que c'est quand même un repas... Vous voulez des petits pois parce que... Tiens, ma Merci. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est qu'en fait, ça va refroidir et papa ne... Nous avons une petite chose à te dire. Oui. Plutôt agréable. Alors, c'est pourquoi je nous ai servi du champagne. Ah, c'est pour ça? Oui. Alors, ma chérie, nous avons reçu tes résultats d'examen. Oui. Et tu es prise. C'est super. L'université de Montpellier t'accepte, ma chérie. L'université... Santé? L'université de Montpellier? Oui. Oh, c'est super. Très heureuse? Oui. Je vais pouvoir faire du ski. Bien sûr. Un petit C'est kilomètre, génial. il y a les Pyrénées et du ski nautique l'été si tu veux aussi. C'est la première fois qu'en plus vous me servez de l'alcool à la maison. Mais oui, ma chérie, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes vraiment des super parents. Et il est important que tu saches que à l'université de Montpellier, tu auras comme professeur la directrice en chef du magazine Harper's Bazaar. Harper's Bazaar, la directrice en chef du magazine Harper's Bazaar, mais c'est mon idole, c'est génial. Elle va enfin m'apprendre le stylisme à la fac de mode de Montpellier. Ouais. Chérie, je vais sauter sur la table tellement je suis contente, j'en peux. Attends, tu ne sais pas tout. Papa et moi, nous avons un peu cassé notre tirelire et on t'a trouvé un appartement super génial pour toi toute seule. Oh yes, yes I. Avec ça sur la terrasse, comme tu le voulais. Mais moi, je sais pas comment je vais faire pour vivre toute seule comme ça, là. Je suis hyper contente, mais ça me fait quand même beaucoup d'informations d'un coup, hein. Surtout le Harper Bazaar et tout ça. Faut que je sois à la hauteur de... Dis donc, Béatrice. Oui, attends, je vais redescendre. Nous t'avons quand même appris à maîtriser tes émotions. Oui, mais papa, c'est quand même beaucoup d'informations en une seule soirée. Écoute, Félicien, les enfants sont vraiment ingrats. On leur en donne, on leur en donne, et après, ils veulent plus. Bon, bah, santé, merci quand même. Un enfant qui devrait être content d'avoir des nouvelles comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, effectivement, un florilège de bonnes nouvelles d'intensité croissante. Donc l'émotion s'exprime de plus en plus fort. On voit quand même, je ne sais pas si vous avez perçu ça, mais on voit un espèce quand même de niveau seuil
où de toute façon après ça peut plus monter, l'émotion peut pas monter beaucoup plus haut, ou alors elle change. Mais parce que, enfin, c'est vrai qu'au bout d'un moment on reste un peu, voilà, quand on est très 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 content, il y a d'une certaine manière, on va se dire, tiens, est-ce que je ressens pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas des petits à côté? Là, en ce qui concerne cette scène-là, ça a été la peur. Au final, est-ce que tout ça n'est pas trop? Donc c'est là, en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que ça montre la richesse du vécu émotionnel, d'une situation qui pourtant est très positive, mais on se rend compte que on ressent très rarement une seule émotion très claire, très précise. On est toujours plus ou moins ambivalent par rapport à certaines situations, aussi agréables soient-elles. Donc voilà un petit peu ce qu'on... Oui, c'est ce qu'on entend souvent les sportifs dire un peu ça quand ils ont gagné un truc fantastique. Ils disent... je crois que je me rends pas compte, je me rendrai compte demain, des trucs comme ça, et comme s'il y a un moment où le seuil de joie est tellement haut qu'on sait plus quoi faire. Alors, est-ce qu'on peut augmenter ou prolonger ces sentiments de bonheur par exemple en les partageant, en invitant des gens? Est-ce que l'émotion peut être modulée par le nombre de personnes qui sont là Alors, en tout cas, le partage social des émotions, ça fait partie des grandes stratégies parmi d'autres pour les prolonger, pour réguler ces émotions, et en ce qui concerne les émotions positives, réguler ces émotions là, c'est les faire perdurer le plus longtemps possible. Oui. Et puis ça fait aussi partie, vous en parliez tout à l'heure, des compétences d'intelligence émotionnelle, que de pouvoir accueillir un ressenti positif, le partager avec les autres, le vivre soi-même, s'autoriser à le vivre et puis le partager avec les autres pour le prolonger. Moi j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que les gens utilisent Twitter souvent. J'ai une émotion, je la tweet, je la prolonge. C'est peut-être... Ça donne aussi peut-être une réalité, enfin une réalité prolongée. Puis ça valorise aussi probablement le ressenti, le fait de le transmettre, d'avoir des retours positifs sur cette émotion-là. Ouais. Ils nous font réfléchir. Alors puisqu'on parle du contexte social des émotions, on pourrait peut-être leur demander de jouer des émotions qui peuvent être influencées par les gens qui sont autour, non? Ou c'est possible? Je pense que oui. Oui. Et on va vous demander une situation avec une émotion qui peut enclencher la tristesse, par exemple. Oui, ça serait bien ça. Une situation donc, qui pourrait provoquer une émotion de tristesse. Quel type de situation? Quelqu'un qui a perdu une promotion. Qui n'a pas eu sa promotion. Ça vous va, ça? Quelqu'un qui n'a pas eu sa promotion. Anne-Solène, ça vous va? Oui, c'est vrai que ça rejoint un petit peu l'examen peut-être de tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut... Est-ce que vous avez peut-être d'autres idées? Licenciement, ouais. Une perte, un deuil, ouais. L'avion, on ne sait pas où il est. Oui, c'est pas mal ça, l'avion dont on ne sait pas où il est, peut-être. Non, c'est ça. Non, le premier, il était pas mal. Pour nous, le premier, il était pas mal. Il est assez sympa, la personne qui n'a pas eu de promotion. Bon, et c'est assez large pour nous. Ok, allez. Ouais, ok. Attends, c'est horrible. Ouais, non, mais c'est chaud, ça capte pas bien. En plus, je suis dans le métro, laisse tomber, il y a un mec qui pue à côté de moi, ça sent à foison. Affreux. Ouais, non, mais bon, je te disais, tu vois, je voulais lui acheter un truc pour son bébé, un truc cool, quoi. Du coup, j'ai pensé à du bleu parce que c'était raccord avec leur canapé, mais bon, je me suis dit... Je suis pas sûre non plus. Attends, je crois que c'est un double appel. Ouais. Je suis désolée, bon, on terminera la conversation plus tard. Je vais décrocher parce que c'est ma pote Marina. Attends, je te laisse, bisous. Tiens. Ah, mais c'est hyper compliqué en plus de se tenir et de faire le double appel en même temps. Allô? Ah ouais, Marina? Ouais, Milena. Ouais. Écoute, j'ai pas de bonnes nouvelles. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'amène? Bah écoute, je suis au bureau là et puis il y a... Serge a amené les résultats des mutations pour tout le monde. Écoute, ouais, mais vas-y, accouche là, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, mais moi. C'est bon, ça va, j'ai le droit de parler fort comme je veux dans le métro, c'est bon, ça va. Oh, ça me saoule. Oui. Bon, en fait, voilà. Je suis désolée de te dire, t'as pas eu ta mutation et puis bon, moi je l'ai eu. Moi je l'ai eu la mienne, mais toi tu l'as. Quoi? Et toi t'as eu. En plus, tu me fais l'affront de m'appeler, quoi? Mais non, mais. dire que toi t'as été prise.
Mais tu te fous de ma gueule, Marina. De toute façon, je t'ai jamais considérée comme une proche. Salut. Et alors quoi? Hein? C'est bon, quoi. Vous arrêtez tous de me regarder comme ça dans le wagon. Vous aussi, ça vous est jamais arrivé de pas avoir de mutation? C'est bon. On n'est pas obligé d'être témoin de votre détresse. Ça me saoule. En plus, on est coincé, le métro il s'est arrêté. Je voulais descendre à Porte de la Chapelle. Tiens. Eh ben moi je descends ici. Excusez-moi, On les enchaîne, on les enchaîne. Séverine, Monsieur Durand? je comprends rien à ces résultats. Mais- Comment vous expliquez pourquoi vous avez mis un camembert, pourquoi vous avez pas fait un diagramme? C'est simple, Monsieur Durand. En fait, on a choisi ça pour l'évidence du baromètre. C'est pas du tout évident. On dirait qu'il y a la moitié en bleu et la moitié en rouge. Mais Monsieur Durand, faut s'adapter. C'est les nouvelles techniques de management. On est obligé de faire des trucs qui montent. C'est le côté ascendantal. Attendez, et- Séverine, vous n'allez pas m'apprendre à moi les nouvelles techniques de management? J'espère que non. Non, mais loin de moi l'idée de vous froisser, Monsieur Durand. Mais en fait, moi, j'applique les méthodes qu'on m'a Donnez-moi ça. enseignées pour réaliser les diagrammes. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. En plus, il y a des fautes d'orthographe. Regardez. Ah ben ça, j'ai pas fait le correcteur orthographique, Monsieur Durand. donc, Oui. Allô, monsieur Durand? Oui. C'est Patricia Duclos, Regardez ici, c'est DRH. mieux. Attendez, Oui. regardez. Bah, Monsieur mais je vais- Durand. C'est incompréhensible. Monsieur Quoi? Durand, vous êtes Ouais. avec moi? Oui. Oui, Bon. je suis avec vous. Voilà, ça a été... J'ai pas entendu qui c'était. Patricia Duclos, DRH. Ah, Madame Duplot, bonjour. J'attendais votre coup de fil. Bien sûr, oui, évidemment. Photocopier. Donc, sachez, mon petit Durand, que je vous ai mais défendu bec et ongles, Ah, bah écoutez, je suis extrêmement touché. mais que votre promotion n'est pas passée. Donc, vous restez là où vous êtes. Sinon, vous quittez l'entreprise si il vous semble que ce ne soit pas acceptable. Mais Mais, non, c'est sans discussion, monsieur Durand. excusez-moi, mais vous m'aviez... Je raccroche, monsieur Durand. Un instant, vous m'aviez fait comprendre. Ça va, Monsieur Durand? Ah, taisez-vous. C'est un problème avec les diagrammes? Il n'y a pas de problème. S'il y avait un problème, vous seriez certainement pas la première avertie. Bon, montrez-moi ce dossier. Vous êtes sûr? J'ai une allergie. Vous n'allez pas... D'accord. mais- Je trouve que la climatisation est un peu forte. Alors, voyez, Donc, on en reparlera à la réunion de ce soir. On peut faire des parce que modifications. c'est vous qui décidez de ce genre de Non, choses? non, c'est juste moi qui apporte le café et le dossier, c'est tout, Monsieur Voilà, Durand. essayez de Oui, Monsieur Durand. rester à votre place, s'il vous plaît. Alors, regardez, Il y a des Kleenex sur le bureau, si vous voulez. Oui, vous remarquez tout, on dirait. Hein? Bon, je repasserai dans une demi-heure, hein? Oui, Je rapporterai des antihistaminiques, Monsieur Durand. Apportez-moi des bonbons à la sève de pain. Oh puis non. Mon chéri! Ah. Ça fait tellement une éternité que tu m'as pas invité chez toi, ça me fait tellement plaisir. Tu sais que tu es ici chez toi et qu'il n'y a pas besoin d'invitation pour que tu pénètres dans ma vie. Écoute, mais tu dis donc, mais tu as bronzé. C'est ton Ça voyage. vient au Mali. d'Avoriaz. Ah, mais c'est formidable, je te reconnais bien là, t'es vraiment un petit coquin. Ça se voit, t'es musclé, mon chou. Je te sers là une là. galette Saint-Michel. Ah, avec plaisir, tu sais très bien que ce sont mes gâteaux préférés, vraiment, tu me connais super bien. Alors raconte.
Oh, écoute, rien de neuf, j'ai un nouveau chihuahua, il est super. Je m'attendais à ça de toi. Je savais qu'au moment où tu as perdu ton petit chien, tu en reprendrais un. Et voilà, tu sais, je suis une battante. Je perds un chien, j'en rachète deux. C'est comme ça. Et comme prévu, tu lui as donné mon prénom cette Ah, mais fois. absolument, absolument. Mais alors, il est ravi. Attends, je crois que ça... Change de sonnerie, baby. Attends, j'ai laissé dans mon sac à main. Tiens, prends ça, c'est du champagne que j'ai apporté pour tout à l'heure. Attends, je prends mon téléphone. Je la mets au frais. Allô? Allô, Vanessa? Oui. Oui, c'est Catherine. Oui, écoute, c'est génial. Écoute, je suis chez mon meilleur ami, on s'éclate. On s'éclate. Formidable, Écoute, incroyable. Vanessa. Énorme ambiance. Écoute, énorme Vanessa. Ambiance. Oui. Écoute, Vanessa. Je sais pas comment te le dire. J'ai une mauvaise nouvelle. Les mutations, tu l'as pas, ta mutation. Je vais pas te faire tourner autour du pot. Tu l'as pas. Mais quelle peau? Quel tournoi? Non, Vanessa. J'ai pas ma... Non, tu ne l'as pas. Quoi? Mais ce n'est pas... Mais ma chérie, tu déconnes. C'est une blague. Enfin, Non. attends, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me faire une blague, c'est très drôle. J'ai pas ma mutation, je peux plus. Vanessa. Excellent. Vanessa. Vraiment. Oui. Arrête. Tu es pénible. Non, mais attends, mais je ne te crois absolument pas. C'est pas possible, c'est trop gros. Attends, mon dossier était juste parfait. Écoute. C'est pas possible. Vanessa, il y a que moi qui ai ces compétences-là pour regarde, ce poste-là. Vanessa. À cet endroit-là. Vanessa, merde! Tu regardes sur ton smartphone. Ça vient de tomber sur nos mails, sur nos boîtes mails. Et je suis comme toi, je suis dans le même pétrin. Alors tu regardes ton mail et puis t'arrêtes de faire l'andouille. Ok, je te rappellerai plus. Oh. Ça va, babe? Ah oui, pas de souci. Oui. Bon. Non. Dis-moi, c'est j'ai incroyable. besoin de me refaire une manucure. Tu peux me dire où sont les... Ah ben, je sais où ils sont. Je vais aller dans tes toilettes. Non mais écoute, ça peut pas paraître confus. Une Mais manucure? Écoute, là je... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non mais là Écoute, tu me connais. Je veux... Mais ta manucure est parfaite, c'est bizarre. Je veux dissimuler ce qui m'arrive, mais... Tu devrais savoir ce qui se passe en moi. On vient de m'annoncer que je ne suis pas prise pour le poste de la bijouterie de Nice. Mais tu peux tout me dire! Écoute, je ne comprends pas. J'avais juste le profil parfait, dans tous les sens du terme. Oh, je suis désolé pour toi, en même temps... tout n'est pas fait pour ce travail, ici. Mais... Enfin, t'es pas hyper honnête. Mais justement. Mais je dis ça... Moi, je pensais que j'allais réussir à fond les ballons. Mais d'ailleurs, ça a pas l'air tellement t'affecter, si. Bien sûr que si, mais t'es malade. J'avais déjà vendu ma baraque pour déménager. T'es fou, quoi? merde, Dans une merde noire. Une merde. Je dois m'installer chez toi, hein. Mais c'est moi qui t'ai acheté la baraque, alors t'es Écoute, pas sûr de pouvoir payer? Ben, en plus, là, il faut que je ramène les chiens et tout. Non, mais là, c'est la dépression, mon ami. On a besoin de vacances pour se remettre de tout ça. Putain, viens, Allez, on on retourne au sport d'hiver. Je prends le Allez. champagne. Voilà. On va y aller directement. On sort direct sur les Champs-Élysées. Oublier ses clés à l'extérieur. J'ai claqué la porte et laissé les clés à l'extérieur. C'est quand même stupide. Personne qui va pouvoir venir me... Ding 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 M'ouvrir. ding ding ding. Ah. Ding 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 ding. Oui, c'est le serrurier. Merci de me rappeler, je suis coincé chez moi, j'ai claqué la porte, je suis enfermé à l'intérieur. Oh mon pauvre Hugo, C'est toi? c'est toujours des trucs comme ça qui t'arrivent. Ouais, je peux pas trop te parler, je suis enfermé à l'intérieur, j'ai claqué la porte et les clés sont à l'extérieur. Donc j'attends un appel du serrurier à qui je viens de passer un coup de fil. Je te Écoute, laisse? Oui, mais j'avais une nouvelle à t'annoncer, Hugo. Ça peut peut-être attendre, non? Bah oui, parce que je vois que ça va pas bien, mais quand même, en même temps, je préfère te le dire tout de suite. T'as pas été choisi pour la mutation. C'est Bertrand qui l'a, la mutation, c'est pas toi. Si tu veux, tu t'as pu l'appeler, ton plombier, tu veux... ton serrurier, tu veux que je fasse quelque chose? Bon, je te laisse. Hein.
Je sais que tu... Non, me laisse pas. Si je vois que tu... Hugo? Hugo? Mais je suis un raté, putain. Tut. Oh, il a raccroché. J'ai tout raté dans ma vie. Le brevet des collèges. Cette promotion, j'attendais tellement. Cette porte. Un dimanche, sans serrurier. Faut que tu changes tout. Excusez-moi, vous nous avez contacté pour un problème de clé. On vous entend chialer dans tout le couloir de l'immeuble, là. Je vous entends mal. Comment? Je dis, si vous pleurez, pleurez moins fort, hein. C'était un conseil, on vous attend dans tout l'immeuble, Je là. croyais que c'était le serrurier, mais vous pourriez avoir un peu de respect quand même pour le malheur des gens. Merde! Bon, attends, c'est facile, là. Dites-vous bien que... Voilà, tenez-les vos clés, hein. La mauviette, là. Allez, hop. Bonne soirée, hein. Ça sera gratuit pour pas que tu te remettes à chialer pendant 2 heures, hein. Mais peut-être que j'ai... Non, rien. Quand même, ça fait mal. Je vais me coucher. J'ai compté 4 émotions différentes pour le même stimulus, on dirait en science. C'est drôle, ça. 4 émotions? Ah oui. Bah, ou 4 façons de l'exprimer, en tout cas. Ça... Ouais, moi j'ai l'impression qu'au début, elle se fâchait contre tout le monde. Que dans la deuxième scène, il était triste, il essayait de réprimer sa tristesse dans son bureau. Donc ensuite, elle essayait de rebondir avec son ami. Hein. Et puis qu'à la fin, on a vraiment le pur désespoir. Mais peut-être que c'est la même émotion, je sais pas. Bah, en tout cas... Dans la situation qui est une situation de déception, d'attentes qui sont pas à laquelle on répond pas finalement, a priori c'était plutôt une émotion de tristesse qui venait s'exprimer. Alors après qu'elle s'exprime de manière très différente en fonction de plein de facteurs différents, effectivement, c'est un fait. Et déjà, il y a la situation sociale à ce moment-là, à savoir est-ce que on est entouré de plein de gens dans le métro, est-ce qu'on est au travail, donc avec soit un supérieur hiérarchique, soit avec des gens qui ne sont pas nos amis, est-ce qu'on est avec un ami proche, est-ce qu'on est seul, donc tout ça, effectivement, ça peut faire varier l'expression émotionnelle. Et puis il y a aussi, comme on a pu le voir, la personnalité aussi de la personne, la prédisposition à accepter, exprimer une émotion, et c'est ce que vous disiez à l'instant, dans le métro, et puis dans la situation chez le meilleur ami, en termes de personnalité, là, on voit que la tristesse n'est pas une émotion foncièrement acceptable pour la personne, puisqu'elle est immédiatement remplacée par une autre émotion. Mais ça, on l'abordera un peu plus tard, le remplacement des émotions. Mais c'est vrai qu'il y a des situations où on vit une contrariété et on réagit par la colère. Et d'autres situations où une contrariété se transforme on s'effondre, on devient tout triste. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'on réagit par l'agressivité ou au contraire par une forme de sincérité, d'effondrement Alors, il y a 2 choses. Déjà, la tristesse, l'émotion de tristesse, plus que la colère, renvoie à la perte de quelque chose ou au manque de quelque chose. En tout cas, elle nous indique un besoin qui n'est pas rempli. Alors que la colère est un peu différente dans le sens où elle se déclenche quand on est attaqué dans nos valeurs, ou alors dans l'acquisition de nos besoins. Il y a quelqu'un qui vient se mettre, ou une situation qui vient se mettre en travers de ça. Mais c'est-à-dire, c'est pas une perte ou un manque de quelque chose, c'est plutôt une envie ou un besoin ou
ou quoi que ce soit qui n'est pas permis, qui n'est pas possible. Voilà. Après, ce sont deux émotions qui sont très faciles, enfin qu'on peut confondre très facilement et qui peuvent s'exprimer de façon très très proche pour une situation donnée. Et c'est souvent ça. D'ailleurs, ça fait partie du travail qu'on peut faire, notamment en psychothérapie, mais même sur soi-même, qui est de différencier, d'apprendre à bien reconnaître ce qu'on ressent dans une situation donnée. Parce que déjà, c'est une indication extrêmement importante sur ce qui se passe, sur ce qui nous pose problème à ce moment-là. Et puis, ça nous donne beaucoup plus de cartes en main pour résoudre la situation qu'on considère comme étant problématique. Oui, oui. Il y en a eu deux, là, les deux du milieu, j'ai l'impression, qui étaient dans une forme de... Ils essayaient de mettre un petit peu la chose sous le tapis. Il y a celui au bureau qui essaye de pas montrer, et puis il y a celle chez son meilleur ami qui essaie de dire allez, c'est pas grave. Alors est-ce que ça peut valoir le coup de temps en temps juste de faire comme si rien s'était passé, ou d'inhiber Là, dans les deux situations, au bureau, c'était plutôt adapté dans le sens où, effectivement, exprimer une émotion de façon... avec une grande intensité dans un tel cadre et pas quelque chose qui est socialement accepté, ça c'est évident. Donc de différer, de mettre à distance l'émotion pour un temps, le temps de se retrouver dans une situation où son expression devient acceptable, effectivement c'est une stratégie qui est plutôt efficace. On sent que la mettre à distance totalement n'est pas tout à fait possible, mais en tout cas on peut trouver des stratégies. Après, la deuxième situation chez le meilleur ami, qui est une situation a priori sécurisante, où la personne est en sécurité, où elle risque... Enfin, il y a peu de chances qu'elle soit, si c'est une amitié sincère, qu'elle soit jugée sur ses émotions, sur son ressenti, etc. Le fait que la situation et l'émotion qui en découle soient immédiatement niées ou mises à distance de façon aussi franche et massive, c'est pas quelque chose de forcément constructif sur le moyen terme ou sur le long terme. Parce que l'émotion, si elle vient s'exprimer, c'est qu'elle a un sens. On n'a pas des émotions comme ça pour... rendre nos vies plus amusantes ou plus... voilà, on a des émotions parce que ça nous indique énormément de choses sur nous-mêmes, sur notre environnement, etc. Ne pas faire attention à ces signaux-là, c'est un petit peu comme prendre la route sans faire attention à aucun des feux rouges ou des panneaux. C'est-à-dire que ça peut durer 5 minutes. Pousser plus loin, on prend quand même des gros dangers pour sa sécurité et sa santé. Pour les émotions, c'est un petit peu pareil. Ouais. Ça serait intéressant s'ils creusaient un petit peu ça, des situations où ils s'empêchent complètement de vivre leurs émotions, non ? Allons-y. Nadine, c'est possible ? Avec une situation stressante. Alors, une situation stressante. Dans un ascenseur, un entretien, en retard à un entretien d'embauche, dans un ascenseur, en retard... Qu'est-ce qui... L'ascenseur. 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 Ouais. Attends. On pourrait monter à pied. Il y a un ascenseur, c'est un peu stupide de monter à pied. Tiens, voilà. Quel étage ? Le 3e. C'est pour ça que je dis 3e, on peut monter à pied. Bon, allez, vas-y, on y est. Ça t'arrive d'aller chez Jujube ? Tu vas pas toujours au 3e ? Ah, mais... les ascenseurs... Je supporte pas, ça m'angoisse. Mais t'aurais dû lui dire que tu supportes pas. Mais dis-lui que tu supportes pas. Oh, c'est affreux, j'ai des bouffées. On est bloqué là. Oui, j'ai vu. C'est de ta faute. Mais comment ça, c'est de ma faute ? Oui, c'est de ta faute.
Tu vois, je t'ai dit, on monte à pied, tu me dis non, on prend l'ascenseur. Enfin, c'est pas de ma faute. Oui, d'accord, c'est de ma faute si on est monté dans l'ascenseur, mais c'est pas de ma faute s'il est bloqué quand même. Ah, mais je suis complètement claustro, c'est affreux. De toute façon, on est au quoi? On est au 1,5. Si jamais les câbles cassent, on va pas faire une chute incroyable. Non, mais dis-lui que t'es claustro. Dis-lui que t'es claustro, ça sera plus simple, il va comprendre. C'est toujours la même chose avec toi. Quand on dit un truc simple, il faut toujours que tu le compliques. Je vois pas pourquoi je t'écoute, tiens. Voilà, je vois pas pourquoi je t'écoute. Calme-toi, Bérangère, on a peu d'espace, si tu le remplis comme ça, c'est insupportable. S'il vous plaît. Écoute-toi, dis-lui que t'as peur, il va se calmer, parce qu'en plus tu l'énerves, plus il va s'énerver, et s'il s'énerve, tu sais très bien ce que ça va faire, t'es chaque... Bon alors, la cloche, là. Ça va pas, non? Tu m'as fait sursauter. Y a quelqu'un au bout, là, le truc de comment... Je viens de sonner, je pense que si on est un peu patient, d'ici quelques minutes, quelqu'un va répondre. Mais je suis morte de peur, mais y a jamais quelqu'un qui va nous répondre, mais on va mourir. Et toi, t'as pas peur, t'as rien, non, tu t'en fous, là, tu t'en fous. Ça y est, quoi? Alors, c'est moi qui vais tout prendre maintenant? J'attends une réponse de Monsieur Roux et Combalusier. On aurait dû monter à pied, voilà. Oui, on aurait dû le faire, on l'a pas fait. Hein. Alors maintenant, on est dans l'ascenseur, de toute façon, il y a tout le confort idéal dans cet ascenseur, on peut patienter une quinzaine de minutes. Mais dis-lui que tu peux pas, dis-lui que ça te fout les jetons. Qu'il te fasse un massage, j'en sais rien, qu'il te chante une berceuse, mais là il est complètement énervé, il va jamais comprendre ce que tu ressens, c'est pas possible. T'es vraiment, mais t'es l'archétype même du mec qui veut même pas faire un effort. Tu vois, monter les escaliers à pied, ça fait travailler le cardio-training et trucs comme ça. J'aurais jamais dû Mais pourquoi mais pourquoi je t'écoute? Pourquoi je t'écoute? Fais ta respiration faciale. Je commence à avoir des palpitations là. Franchement, on va s'évanouir là. Hein? On va s'évanouir dans l'ascenseur. Mais ça va? Mais oui, ça va bien. Ah écoute, je te demande gentiment si ça va. Je vois bien que je sais bien que ça va pas. Je sais bien que t'es un peu claustro. Maintenant on est là, quoi? C'est là quoi? Claustro. Ça fait 2 minutes qu'on est là. Voilà, mais regarde, en plus il te donne une ouverture pour que tu lui balances tout. Mais dis-lui. Bon alors, tu l'as eu le mec là, le dépanneur? Tu sais bien que si j'avais eu Monsieur Roux et Combalusier, tu aurais été la première vertie. Tu m'auras entendu lui parler. Tu m'as entendu parler à Monsieur Roux et Combalusier? Alors ça veut dire qu'on est bloqué. Voilà, on va rester comme ça. Tiens, t'as pas un truc à manger là, parce que je commence à en avoir assez. Tiens, là, tu vois. Passe les doigts dans l'interstice. Passe les doigts et aide-moi. Rends-toi utile, tu verras, ça te calmera certainement. Passe les doigts. Tiens les pommes. Oh mais merci ma manucure, merci. Je vais tomber dans les pommes. Je vais Je tomber renonce. dans les pommes. Je vais tomber dans... Mais qu'est-ce qui se passe? Je dois faire face à tout en même temps. C'est stupide cette situation. Tu me mets toujours dans des situations humiliantes. Qu'est-ce que tu faisais par terre? Tu crois que c'était pas humiliant pour moi? J'ai eu un malaise. Il y a plus d'oxygène. Il n'y a plus d'oxygène, mais on n'est pas dans un Tupperware. Il y a des interstices. Regarde, combien... Tiens, tu sais quoi? Tu vas te calmer, tu vas compter les arêtes dans cet ascenseur. Combien il y a d'arêtes dans un ascenseur? D'arrête de quoi? Mais tu dis n'importe quoi, tu dis vraiment n'importe quoi. On n'est pas dans le ventre d'un poisson, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Écoute, il faut que je te le dise. Je suis morte de trouille. Je suis claustro. Je craque. Mais calme-toi, ma chère. Mais calme-toi, enfin. Mais ça va aller. Mais c'est bien que tu l'aies dit. Hein? Ça va? Ah bah ça y est. Bah voilà. Tu vois? Ça aura pas duré longtemps. Et alors, est-ce qu'il suffit d'avouer son état émotionnel pour que tout aille mieux? Pour que l'ascenseur redémarre, je ne sais pas si c'est directement lié. Pour que tout aille mieux, non, ce serait probablement un peu simpliste. Après, pour que, en tout cas, les choses... Pour donner une chance aux choses de s'améliorer, oui, je pense que oui. Parce que déjà, s'avouer à soi-même ce qu'on ressent, sans que ce soit honteux, juste accepter en fait, accepter ce qui nous traverse, accepter cette émotion, aussi pénible soit-elle, déjà est
déjà permet d'engager un processus ensuite. Alors que le transformer, le craindre ce ressenti, et donc ne jamais en parler, etc., au final, ça ne fait que prendre une proportion, des proportions de plus en plus importantes. Éloigner le fait qu'on puisse avoir un moyen d'action dessus. Au bout d'un moment, on peut se sentir complètement impuissant face à une situation parce qu'on l'a tellement évité que l'émotion qu'on y associe, la crainte de l'émotion qu'on y associe est immense, et donc on va éviter par tous les moyens de se mettre dans cette situation-là. Donc voilà, accepter, exprimer, effectivement. Et puis comme on l'a vu là aussi, ça laisse une possibilité à l'autre. On ouvre une porte à l'autre qui peut choisir ou non de venir apporter un soutien ou une réponse qui lui paraît appropriée. Donc c'est vrai qu'on est dans la relation, on n'est plus tout seul avec ce ressenti compliqué. Et puis la petite voix, faut pouvoir l'entendre aussi. Elle est bien la petite voix, parce qu'au début on a l'impression que Bérengère, à la limite, ne l'entend pas elle-même. Après on se dit, elle est dans le déni, elle ne veut pas l'avouer. Mais il y a peut-être des moments où la petite voix, on l'entend pas, sinon... Je pense que tout ça est très conditionné par l'éducation qu'on a eue, par tout le système familial, à quel point les émotions sont acceptées, valorisées dans la famille, qu'est-ce qu'on a fait de nos émotions dès le plus jeune âge, quand faisaient nos parents et qu'en font nos parents. Et effectivement, on peut se conditionner dans quelque chose de dysfonctionnel. On peut se conditionner à pas écouter un certain type d'émotion, à jamais exprimer un certain type d'émotion. Et on a tellement pris l'habitude qu'au final, à un certain moment, quand ça devient douloureux, compliqué, etc., et qu'on veut un peu aller creuser le problème, il va s'agir non seulement de reconstruire une nouvelle manière de faire, mais avant ça, de déconstruire des habitudes qu'on avait avec nos émotions. Et réapprendre une autre façon de faire différente. Quand vous parlez de l'environnement de l'enfance, le rôle des parents, ça va être quoi? Ça va être d'apprendre à l'enfant à identifier ce qu'il ressent, à mettre des mots dessus. Ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le développement de l'intelligence émotionnelle aussi, critiqué soit ce terme, mais en tout cas la littérature scientifique est de plus en plus disponible à ce sujet. Mais en tout cas, effectivement, développer les compétences émotionnelles des enfants est quelque chose qui me paraît fondamental. Ça nous paraît tout à fait utile et normal d'apprendre à un enfant le français, l'orthographe, les maths, l'histoire géo, voilà, d'où il vient, etc. En revanche, les émotions, ce qu'il ressent, ce qui fait son quotidien, est quelque chose qu'on passe totalement à la trappe en partant du principe que, d'une certaine manière, c'est inné, on sait comment faire, et puis bon, pas besoin non plus d'avoir un manuel d'émotions. Au final, c'est pas si vrai. On n'est pas forcément... on a des prédispositions différentes, il y a des grandes différences interindividuelles sur les compétences émotionnelles de base, mais sont des choses qu'on peut améliorer, et on s'en rend compte avec quelque chose au final très simple. Par exemple, le vocabulaire émotionnel. Non seulement il va s'agir de reconnaître ce qu'on ressent, mais il va s'agir aussi d'avoir des mots pour l'exprimer, et pour pouvoir le transmettre de la manière la plus précise possible, la plus fiable possible. Tout ça s'apprend. On n'invente pas on peut pas inventer comme ça des étiquettes sur des émotions. Il faut s'entraîner, il faut essayer. Donc ça, c'est les parents aussi qui peuvent intervenir là-dedans, l'entourage, essayer d'être de plus en plus fin dans l'expression de ses émotions, et puis valoriser le ressenti émotionnel. Avoir peur quand on est enfant, avoir peur du noir. Voilà, savoir pourquoi on a peur du noir. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que l'enfant se sente rassuré? Déjà, il apprend à ne pas avoir peur de sa peur. Et plutôt essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait faire que cette peur devienne acceptable. Alors la petite voix, c'était la voix de la raison. Évidemment, on a tous compris que Bérengère avait intérêt à l'écouter. Mais est-ce qu'il n'y a pas des situations où la petite voix peut souffler des choses, par exemple, mets-toi en colère, et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut l'écouter? Ou est-ce qu'il faut lui dire, tais-toi, je ne dois pas me mettre en colère? C'est très variable en fonction de la situation. Il y a la petite voix de quelqu'un qui a tendance à se mettre en colère et qui va donc, qui va le pousser à aller très loin dans le passage à l'acte, dans les gestes, etc. Et là, effectivement, le travail va être de mettre à distance cette petite voix, trouver des manières plus appropriées de transmettre sa colère. Et puis, par exemple, dans un autre cas, d'une personne qui n'a pas trop confiance en elle, qui s'affirme, qui est peu affirmée, la petite voix qui dit là, je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, il faut que j'exprime que je suis en colère, quitte à même à hausser le ton. Cette petite voix-là, il faut peut-être aussi lui faire confiance
Oui, et si on la fait taire trop souvent et qu'on se met jamais en colère, est-ce que ça peut avoir des conséquences Il y a plusieurs études qui montrent quand même l'influence de tout ça sur les maladies cardiovasculaires notamment. Si on se met jamais en colère, si on s'oblige à jamais se mettre en colère, on a plus de chances d'avoir un accident cardiovasculaire Effectivement, il y a des études qui montrent ça, qu'il peut y avoir des manifestations physiques ensuite. Tout ce qui est psychosomatique est quand même assez bien documenté là, et effectivement, il peut y avoir des répercussions assez importantes sur la santé. Mais avec la colère, mais aussi avec d'autres émotions réprimées, réfrénées. Bravo pour cette décryptage émotionnel, c'est du coaching émotionnel, vous devriez avoir une consultation. J'ai appris par contre que la respiration faciale était quelque chose de nouveau. Il faudra que vous nous appreniez. Alors je crois que Nadine a prévu en guise de une petite dernière, si ça vous va, une petite dernière improvisation. En guise de conclusion. Voilà, en guise de conclusion, on va faire une improvisation, donc toujours avec un mot. Courage, orage. Voilà. Et toutes les minutes, je vais vous faire tirer une émotion primaire. Et les comédiens devront changer, intégrer cette émotion, ce qui fera donc évoluer l'improvisation. Orage. Évidemment, Sabine, tu ne portes rien comme d'habitude. Oui, mais... Qu'est-ce que vous dites de cette clairière? Ah ouais, pour le pique-nique. C'est super. T'as des idées super, Charles, comme toujours. D'ailleurs, je te signale que c'est Charles qui a proposé de porter mon panier. Ce qui veut dire qu'il éprouve de l'affection pour moi. Ouais, non, mais je veux. C'est pas parce que Charles t'a proposé que je peux pas constater. Excuse-moi, Sabine. Guillemette. Oui, quoi? Regarde comme la nature est harmonieuse. C'est magnifique. D'accord, ne nous disputons pas, j'ai toujours... Enfin bon, bref. Voilà, allez, hop, je mets la nappe. Je suis sûre, Charles, que c'est toi qui as choisi cette nappe Vichy bleu et blanc, ça te va si bien, c'est comme tes yeux. Permets-moi de te contredire, c'est Guillemette qui a choisi la nappe. La surprise. Alors... Ah bah dis donc, moi je pensais que c'était toi qui avais choisi cette nappe. C'est bizarre. Pourquoi tu te questionnes sur la nappe? Attends, franchement, moi, je préfère savoir qu'est-ce que tu nous as fait à manger, tu vois. Voilà, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Mais attends, mais excuse-moi, mais moi, je pensais que je connaissais tout de ses goûts et tout ça, et moi, je tombe des nues. Il a suffi d'une simple nappe et d'un pique-nique pour que moi, je découvre que Charles n'est pas celui que je pensais, et que l'amour que j'éprouve pour lui depuis 10 ans, qui n'a d'ailleurs jamais vu le jour... Quoi? Et voilà, Tu es amoureuse de Charles? Mais ça se voit quand même, non? Mais tu vois pas que c'est moi qui suis amoureuse de Charles? Toi, t'es amoureuse de Charles? Non mais, écoutez, ça me fait plaisir, mais vous auriez pu me prévenir ça quand même. Ça me fait plaisir? Ça lui fait plaisir? Non, attends, on est en train de se foutre à poil devant toi. Mais c'est et toi, ça te fait plaisir? Oui, mais au sens figuré. Vous vous foutez à poil... Bah oui, Mais quand même, vous me proposez de partir en pique-nique. Je trouve que... je suis hyper surpris que vous ne m'ayez pas prévenu de vos sentiments pour moi. C'est quand même pas anodin, un pique-nique. Chaque sortie est une occasion, mais tu n'y vois rien. Écoute, mais t'as quoi dans les yeux? Le dégoût. Écoute, permets-moi de te dire que ma surprise est telle que... Quoi? Quoi? Mais... Qu'est-ce que t'as? Mon Dieu! Quoi? Des sangsues! Je ne supporte pas les sangsues! C'est les carreaux qui les attirent, c'est sûr, c'est ce choix ignoble de nappe! Ce sont des sangsues de terre, apparemment! Oh, c'est immonde! Regarde, elle bave! Charles! Toi-même, tu commences à te transformer comme cet animal! Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, si c'était une sangsue, il serait collé sur nous! J'espère que c'est pas moi qui te dégoûte! Mais pourquoi vous trouvez que je suis un peu différent? Non, je pense que c'est une projection mentale qui projette sur toi et... Non, je ne suis pas... Mais qu'est-ce qui te prend, Charles? Tu baves! Spécial. Oh, tu baves! Charles, tu commences! La joie. Vous avez cru... excellent. Le jeu de la sangsue pour un pique-nique à refaire avec ses amis.
Et puis permettez-moi de vous montrer que ça a désamorcé la petite tension dans laquelle nous étions entrés. Ah oui, c'est vrai que notre groupe était un peu- Allez, Mais plus pour un verre. attends. Eh, Charles, ça ne dit toujours pas si tu... Je sais pas s'il y a quelqu'un, enfin une de nous qui... C'est formidable. Je comprends un demi-mot. Ah, Charles, c'est le moment de se laisser aller, Santé. d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Ça me fait Regarde. plaisir quand même. Même les gâteaux apéritifs sont magnifiques. Ils sont beaux ces gâteaux apéritifs. Formidable. Dis donc, c'est toi qui les as achetés? Mais bien sûr, je vois... et ça me fait plaisir que ça te rende heureux. Regarde Guillemette comme ils sont beaux les gâteaux Oh, apéritifs. j'adore manger dans tes mains, Mais Charles. Guillemette. Mais dis Ça me donc, fait mais... plaisir. Tout ça, ça me comble de joie. La tristesse. Bon, allez, qui veut du pâté? Non. tartines. Maintenant, attends, trêve de plaisanterie, Charles. Dis-nous franchement ce que tu penses de nous. Moi, j'ai plus envie de pâté. J'ai très bien vu qu'elle a mangé ton gâteau. Et... Mange cette tartine de pâté et tu me diras ce que tu en penses. Ce sera pas la même chose que quand... Non, vas-y, Charles, et des couilles pour une fois, mince. Dis les choses. On t'a dit qu'on t'aimait. Alors vas-y, maintenant, dis ce que tu penses. On va pas attendre comme deux bêtasses, là. En plus, je déteste les pique-niques. Je me force à faire tout ça par amour pour toi depuis le début. Attends, s'il ne dit rien, c'est que forcément, il a aucun sentiment pour nous. c'est pas- Mais c'est Il faut clair, que je vous... Non, les filles... mais tu il nous faut- rejettes non, sans arrêt. La peur. Il faut que je vous dise que je... La peur. En fait, j'ai prévu ce pique-nique parce que je voulais vous annoncer que je vais rentrer mercredi prochain dans les ordres. Non, mais tu peux pas faire ça. Si, j'ai déjà C'est horrible. porté ma candidature au monastère de Clérande. Mais le monastère de Clérande, mais tu es fou. Tu es complètement Tu te rends pas compte. Mais connais-tu les rumeurs qui circulent sur cet endroit? Mais Et pour terminer, oui, c'est un endroit... la colère. C'est un endroit hanté, tu vas t'embêter là-bas. Oh mon Dieu, mais Tous les matins, il faut se lever super tôt. En même temps, ça t'ira bien. Ça sera bien un endroit pour toi, ça. Un endroit Tu as pour... joué avec nous pendant des années. Oui, un endroit pour les lâches, ouais, c'est ça. C'est un endroit Ça. pour les lâches, le séminaire de Clérande. Voilà. Liguez-vous contre moi. Oui, c'est Parce ça. que vous n'avez pas cette personnalité toute seule. Alors maintenant que vous êtes deux, alors vous êtes plus forte. Hein, c'est ça. Parce que pour rentrer dans les ordres, il faut avoir de la personnalité maintenant. Ne t'approche pas de moi parce que tu vas en prendre une, mais... On voit ta transpiration quand tu lèves la main, pauvre andouille. C'est d'une méchanceté. Mais oui, c'est de la même mestinerie que Bassesse. Tiens, que mais tu as eu tiens, avec prends ton ça, voilà, Ah, je l'ai tiens. pas volé, ça. Ah. Et toi, tu vas voir celle que t'as pas volée. Tiens. Voilà. Et toi, tiens, Ah, prends mais ça. c'est bon. Ah, ah, Saoulés tous les deux. vous êtes pitoyable. Tiens, bah tiens, elle te plaît cette nappe. Fais-en un voile. C'est dégueulasse. Sale garce. Ouais, c'est ça. Fais-lui son affaire. De toute façon, moi, je suis... Ouais, va-t'en le curé, allez, fais Allez, quand. va. De toute façon, moi, je... Va faire tes prières. Et prie surtout pour un meilleur sort pour toi. Et moi qui pensais qu'on allait passer un super moment tous les trois ensemble. Ah, mon Dieu, mais... C'est l'orage. Regardez, c'est l'orage. Incroyable. Ah, je ne sais, je suis muet d'admiration. Alors, surtout, la vitesse à laquelle les émotions se succèdent. C'est possible, ça? On peut passer d'une émotion à l'autre aussi vite? Dans la vraie vie, donc. Ouais. Oui. Oui, c'est possible. En revanche, les 6, peut-être pas. Mais effectivement, ouais, passer de la peur à la colère, passer de la tristesse à la peur, effectivement, ou même ressentir tout ça en même temps, au final, est quelque chose d'assez possible. Après, tout dépend aussi des événements. Par exemple, on peut être d'une humeur très joyeuse, et puis particulièrement joyeuse, j'entends, et puis apprendre une nouvelle qui fait que en 30 secondes, même pas, c'est une émotion de tristesse qui nous envahit et nous submerge. Et la joie n'a absolument plus lieu d'être. Mais donc c'est très dépendant aussi des stimuli extérieurs. Ah, on a vu ça. Les stimuli, c'était la petite voix qui disait l'émotion à chaque fois. Incroyable. Le passage de la peur à la colère, c'était vraiment un moment de théâtre. Vraiment, bravo. Bravo, franchement, on peut les applaudir. Merci. La Ligue d'impro, Nadine Rubéus, coach. Valérie Moureau,
dans Bérangère, Guillaumette, Marie-Mathilde Amblat et Yann de Monterneau. Bravo. Et bravo Anne-Solène Maria pour votre décryptage. Et vous allez peut-être décrypter les questions du public maintenant, si on a un peu de temps. En tout cas, essayez d'y répondre, bien sûr. Oui, tout en haut. Ah, pardon. Juste. Ici aussi. Qu'est-ce qu'une bonne gestion des émotions? Tac. Alors c'est une vaste question, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question, enfin en tout cas il n'y a pas de réponse unique. Je pense que chacun doit trouver sa propre réponse, en fait, trouver l'équilibre qui convient dans l'expression, dans le fait de différer parfois l'expression émotionnelle. Ce qui est important au final, c'est que en tant que personne, quand on a une petite introspection de soi-même, on se sente pas lésé dans nos besoins, dans nos valeurs, dans notre ressenti. Voilà, c'est que on ait un certain sentiment de sérénité, aussi difficile et pénible puisse être le ressenti émotionnel parfois, mais en tout cas, voilà, qu'on ne se sente pas, qu'on ne se mente pas à soi-même et qu'on ne se sente pas lésé par les autres, du coup. Il y a une question ici en haut de la salle. Attendez un micro avant de poser vos questions, sinon personne ne vous entend. Il y a une question en haut. Désolé. Quelles sont les stratégies pour mettre à distance une émotion ? Les stratégies pour mettre à distance une émotion sont pas des stratégies, enfin, ce sont des stratégies qui existent, mais sont des stratégies qui sont pas très efficaces sur le long terme. Il y a la stratégie de suppression émotionnelle, carrément, qui est une stratégie de régulation qui peut exister chez certaines personnes. C'est pas une stratégie qui permet de faire avancer la situation. Un exemple, c'est la petite scénette tout à l'heure avec la tristesse de la mutation chez le meilleur ami qui a été immédiatement supprimée au profit d'une autre émotion. Voilà, donc d'une certaine manière, on a le sentiment que l'émotion de tristesse n'existe plus. Après, mettre à distance est possible et peut être adapté dans certaines circonstances. Par exemple, au travail, on reçoit une mauvaise nouvelle, on met à distance un temps l'émotion pour attendre un moment plus approprié pour en faire quelque chose. Et là, il peut y avoir plusieurs stratégies possibles. Il y a des stratégies d'acceptation principalement, accepter que là on ressent une émotion, que là c'est pas le moment pour en faire quoi que ce soit, mais que on prévoit d'en faire quelque chose. Donc juste aussi exprimer à haute voix quand on est tout seul, dire bah là je suis très triste, là je me sens très en colère, voilà, exprimer son émotion à soi-même quand il y a personne ou à quelqu'un, voilà, mais de façon très neutre au final dans son timbre de voix, déjà permet d'acter les choses et déjà permet, c'est assez incroyable, ça permet déjà de baisser d'un étage, baisser d'un niveau en termes d'intensité du ressenti. Le fait d'acter ce qu'on est en train de ressentir. Donc ça peut être aussi une méthode. Après, sur le plus long terme, il y a toutes les thérapies cognitives et comportementales de la troisième vague qui sont spécifiquement axées sur les émotions et qui là travaillent spécifiquement les croyances qui sont associées aux différentes émotions, les schémas de pensée qu'on peut avoir, parce qu'une émotion souvent est associée à des pensées, à des croyances, à des cognitions. Donc c'est un petit peu réfléchir sur ces choses-là, et ça permet de développer des nouveaux outils, des nouvelles stratégies pour réguler ces émotions, sachant que la mise à distance vraiment n'est pas la stratégie la plus efficace. Voilà. Et Anne-Solène, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines émotions qui ne font que passer. C'est-à-dire qu'il suffit souvent d'attendre quelques minutes et on se rend compte que c'était un feu de paille. Est-ce que le fait d'attendre simplement, je suis en colère, avoir une sorte de deuxième pensée, une voix au-dessus qui dirait « attends juste 5 minutes et puis tout ira mieux, va prendre l'air, ne réagis pas sur le vif ». Alors, effectivement, une émotion dure en moyenne une vingtaine de minutes. Au contraire d'un sentiment ou d'une humeur qui est quelque chose de plus diffus mais beaucoup plus long, l'émotion, ça va être assez intense mais sur un temps relativement court. Donc effectivement, acter qu'on ressent cette émotion et puis se dire que de toute façon il va bien falloir attendre que ça passe, que ça diminue,
Oui, c'est effectivement quelque chose qui peut fonctionner. Et là, sortir, aller prendre l'air, appeler un ami pour parler d'autre chose, voilà, tout en actant, vraiment, je pense que ça, j'insiste vraiment là-dessus, mais en actant qu'on est en train de ressentir quand même cette émotion-là. Oui. En n'essayant pas de se dire, mais non, de toute façon, je ressens rien du tout, enfin, en tout cas, je ressens pas ça, et puis, où je n'ai pas le droit de ressentir ça, ou c'est pas cohérent avec la situation. Non, ça, en revanche, c'est très dysfonctionnel. Mais se dire, oui, voilà, là, c'est ce que je suis en train de vivre, c'est pas agréable. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour attendre que ça passe en évitant de ruminer? Voilà, ça peut être une option. Oui, c'est pas la même chose d'être en colère et de se dire je suis en colère. C'est ça. Voilà. C'est très différent. Oui. Et les techniques corporelles dont on parle parfois, agir sur la respiration, des choses comme ça. Ah bah ça c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Tout ce qui est relaxation permet de façon générale de mieux gérer ses émotions. Et puis ça c'est quelque chose qui n'est pas négligeable aussi, qui permet de mieux les reconnaître, qui permet de connaître aussi très bien les signaux physiques et physiologiques associés aux émotions. Et on a quand même une bonne mémoire corporelle, une bonne mémoire émotionnelle, et petit à petit, quand on se force et quand on prend le temps d'écouter ce qui se passe dans notre corps, eh ben, le cerveau va associer l'émotion au ressenti physique, et donc plus on s'habitue à faire ça, plus on reconnaît facilement l'émotion qu'on est en train de vivre, et donc plus rapidement on peut avoir un moyen d'action sur elle, voilà, ou sur la situation, parce que sur l'émotion non, mais en tout cas sur la situation associée. Voilà, dans quelques minutes. Oui, j'ai une petite question. Sommes-nous tous égaux devant les émotions en fonction de notre personnalité? Et deuxièmement, est-ce qu'une bonne émotion, c'est ressentir un frisson, c'est-à-dire quelque chose de physique que j'ai ressenti tout à l'heure d'ailleurs, une sensation de froid ou une onde qu'on peut ressentir dans certains morceaux de musique? Comment vous expliquez ce phénomène? Le phénomène de ressenti corporel? Oui. Ah bah c'est le principe de l'émotion. C'est l'émotion en soi, c'est des sensations, un ensemble de sensations corporelles, de réactions physiologiques associées à un événement, à une situation particulière. Et au départ, enfin, ça a une fonction qui date de très très longtemps. C'est une fonction de survie. Donc pourquoi est-ce qu'on a par exemple les muscles qui se contractent? On peut avoir mal au dos ou aux épaules après avoir été en colère, par exemple. C'est parce qu'au final, quand on ressent de la colère, on a tous nos muscles tous les muscles du haut du dos en tout cas, et des jambes, des cuisses qui se contractent pour nous permettre d'agir, de nous défendre beaucoup plus facilement. Et toutes les émotions comme ça ont des réactions physiologiques qui ont un sens dans la survie. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve plus dans des situations. Les situations émotionnelles ont bien changé depuis la préhistoire, mais globalement, les réactions physiologiques sont restées les mêmes. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, il y avait quelque chose d'un peu dans votre question là, sur l'émotion esthétique. C'est vrai que parfois l'émotion esthétique, on ne sait pas comment la ranger. Il y a ce frisson. Oui. C'est... Ouais. C'est un petit peu ce que j'allais dire juste en intro. Toutes les émotions sont peut-être pas bonnes, mais sont bonnes à prendre. Y a pas, c'est pas parce que c'est pénible dans certains cas et agréable dans d'autres. Pardon ? Voilà. Le côté agréable, effectivement s'entend. Et profiter, savoir saisir ces instants où on ressent ce petit frisson, comme vous dites, c'est pas si fréquent, mais ça arrive. Savoir le saisir, savoir en profiter, savoir ressentir pleinement, que ce soit physiquement ou psychiquement, ce qui est en train de se passer, ça, effectivement, c'est quelque chose de très bénéfique. Oui, c'est certain. Mais sur le sommes-nous tous égaux devant les émotions que demandait monsieur? Non, on est de manière évidente extrêmement différents en ce qui concerne nos émotions, de par l'inné, c'est-à-dire on est de façon très différente, avec un bagage très différent sur nos compétences à gérer nos émotions, à ressentir des émotions. Certaines personnes vont ressentir très peu d'émotions, ou de façon au final, vont se sentir très neutres au cours d'une journée, et puis d'autres, il va y avoir des fluctuations d'humeur ou même des manifestations émotionnelles très présentes, très fortes. De la même manière, il y a des gens qui vont se décrire comme étant hypersensibles à l'émotion d'autrui.
très empathique. La larme à l'œil, ça peut être assez handicapant, mais enfin, la larme à l'œil à chaque instant, le moindre film, une publicité, voilà, alors que d'autres vont réussir à mettre à distance ça de façon beaucoup plus facile. Sur la communication des émotions à autrui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas tous le même bagage en termes de vocabulaire, en termes de mots à poser sur des émotions. Il y a énormément de choses qui font que on n'est pas égaux sur ce plan-là. Mais après, c'est pas, je dis pas ça dans un sens fataliste. Je pense que ce sont des compétences qui sont tout à fait améliorables, qui sont tout à fait travaillables, qui peuvent vraiment être développées. Il y a d'ailleurs beaucoup de méthodes qui développent ces compétences-là, qui permettent de développer ces compétences-là. Oui. Voilà. Oui, vous parliez tout à l'heure de 3 vagues de psychologie. Vous pouvez nous définir la différence entre les 3 vagues? Et vous parliez également de faire un enseignement émotionnel aux enfants. Qui verriez-vous pour cet enseignement? Est-ce que c'est un enseignant? Est-ce que c'est un psychologue? Est-ce que c'est le travail des parents? Est-ce que c'est le travail des gens du village? C'est une excellente question. Je suis bien contente parce qu'en plus ça va me permettre de réfléchir sur ce point. Merci. C'est très bien. Pour votre première question, en fait, c'est pas 3 vagues de psychologie, c'est 3 vagues d'une technique thérapeutique très particulière, qui sont les thérapies cognitives et comportementales. La première vague, enfin, c'est-à-dire au départ, ça a été développé autour des cognitions principalement. C'est-à-dire comment, par exemple, une cognition erronée, par exemple, ça va être voilà, si je dis là maintenant moi, Anne-Solène Maria, si je vous dis une énormité, une bêtise. Je vais l'associer je vais m'en rendre compte en le disant, et puis hop, ça va mettre en place tout un enchaînement de pensées où je vais me dire de toute façon tu vaux rien, donc tu vaux rien, ça va commencer par tu vaux rien au niveau professionnel, et puis de toute façon t'es nul, tu t'es ridiculisé, et puis c'est pas seulement au niveau professionnel que tu vaux rien, en fait c'est globalement, et puis de toute façon personne ne m'aime, et puis voilà, hop, bon, là je vous le grossis un peu, mais voilà, globalement c'est toutes les cognitions erronées qu'on peut avoir et qui s'enchaînent comme ça et qui créent des mécanismes de pensée très handicapants. Parce qu'effectivement, si j'en arrive à la conclusion que je ne vaux rien, non seulement je pars en courant et puis je sors plus de chez moi. Donc voilà, donc ça peut créer un évitement. Là, vous décrivez la méthode Coué à l'envers. C'est-à-dire que vous oui et vous non. Convainquez que ça va pas bien. Alors c'est là effectivement, mais oui et non, dans le sens où ces pensées-là, et c'est pour ça on les appelle dysfonctionnelles, c'est qu'au moment où elles viennent, au moment où on les pense, on n'a pas d'autre option sur le fait que ça puisse être, on part du principe que ça ne peut être que la vérité. C'est-à-dire qu'on accorde un degré de valeur et de validité à une pensée de 100%. Donc, en fait, ce qu'on va apprendre dans une thérapie cognitive et comportementale de première vague et de deuxième vague, d'ailleurs, parce que c'est un peu similaire, c'est repérer ses pensées, repérer ses croyances, essayer de leur donner un petit peu... minimiser parfois, en tout cas pas maximiser le crédit qu'on leur apporte, et puis voir s'il n'y a pas des pensées alternatives. Par exemple, je reprends la situation, j'ai dit une énormité, bon, je me rends compte, bon... la pensée alternative à je suis nul, je ne vaux rien sur le plan professionnel, ça va pouvoir être, ça arrive à tout le monde de dire des bêtises. Si je m'en rends compte et que je peux et que j'ai l'occasion de me reprendre, au final, est-ce que je résous pas la situation? Est-ce que tous ces gens sont là pour me juger? Bon, peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais peut-être aussi que je vais partir du principe que les gens sont sympas. Voilà, donc je vais essayer de relativiser un petit peu ma croyance de départ. Ça ne veut pas dire que je vais la mettre totalement de côté, mais je vais la relativiser. Et puis, comme ça, petit à petit, je vais déconstruire un petit peu mes schémas dysfonctionnels. Et la troisième vague. Et la troisième vague, on rajoute les émotions dans tout ça. C'est la même chose, c'est le même principe, sauf qu'on va réfléchir non seulement sur les pensées, mais aussi les croyances associées aux émotions et les pensées associées aux émotions. Et donc, c'est toutes les thérapies de pleine conscience, par exemple la mindfulness, la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui sont des thérapies axées sur l'acceptation du ressenti émotionnel, l'identification du ressenti, etc. Voilà. Mais qui se basent aussi sur les thérapies cognitives et comportementales. Voilà. Et pour la deuxième question, en fait, dans plusieurs pays, c'est beaucoup de
programmes sont développés pour développer l'intelligence émotionnelle des enfants à l'école notamment. C'est fait c'est fait par les enseignants. Dans la majorité du temps, par des enseignants qui ont été formés par des psychologues, ceux qui ont inventé le programme. Et en fait, c'est un ensemble de petits exercices, de jeux surtout, en fait, de jeux autour de contenus émotionnels, que ce soit du vocabulaire, que ce soit des croyances, que ce soit... Enfin, c'est très très vaste, c'est très riche. Donc c'est fait, il me semble que dans la majorité du temps, c'est fait par les enseignants eux-mêmes. Oh, c'est dès la maternelle. Ouais. C'est dès la maternelle et il y a des jeux aussi qui sont développés pour les familles aussi, pour jouer en famille. Avec des petits personnages, des questions en fonction du fait qu'on est parent, enfant, voilà. Et c'est toujours autour du contenu émotionnel. Et c'est assez intéressant parce que ça permet de mettre en évidence les croyances qui existent au niveau familial sur les émotions. Telle mère va réaliser que elle s'était pas forcément rendue compte qu'elle transmettait à sa fille qu'elle n'avait pas le droit d'être de mauvaise humeur, par exemple, qui était quelque chose dont elle n'avait pas forcément conscience. Donc voilà, ça va mettre en lumière tout ça. Oui, oui. Un peu, de toute façon, une tierce personne, dans beaucoup de cas, peut être un avantage, peut être un atout, je pense. Tout à fait. D'autres questions? Oui, ici, monsieur. Depuis le début, on a parlé des émotions au niveau des individus, chacun isolément par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des émotions du groupe, c'est-à-dire d'un groupe de personnes qui ressentent la même émotion, et peut-être de beaucoup de personnes, et surtout, est-ce que, enfin je suppose qu'on y a pensé, mais est-ce qu'il existe, quels sont les moyens qui existent pour, on va dire, border ces émotions, pour éventuellement limiter les débordements, que ce soit la colère ou ou des choses comme ça. Donc c'est tous les emballements, les effets de groupe. Les lynchages, les génocides, enfin tout ce qu'on veut. Oui, ou dans le sens inverse aussi, les émotions délirantes, enfin délirantes en tout cas de masse, je sais pas, de désespoir, choses comme ça. Ou même au niveau d'un groupe ou d'enthousiasme aussi qui déborde. Enfin globalement les émotions du groupe, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui ont la même émotion et qui perdent le contrôle plus ou moins. Alors, je suis pas spécialiste en psychologie des foules. C'est un domaine qui existe à part entière. Hein. C'est vraiment un domaine de recherche et de réflexion et de théorie très précis. Après, ce qu'on peut dire, c'est que la différence entre quand on parle de ses propres émotions et puis quand on parle d'une foule, dans une foule, il n'y a plus justement cette individualité. C'est-à-dire qu'on va s'autoriser des choses un peu différentes que ce qu'on s'autorise en tant que personne avec notre responsabilité, nos valeurs, etc. Quand on est noyé dans une masse, on a moins ce sentiment de responsabilité, c'est-à-dire que c'est le groupe qui est responsable, c'est plus moi. Donc, c'est pour ça que ça explique que ça peut aller, les limites du coup sont décalées en fait. Elles peuvent aller beaucoup plus loin. Voilà, donc ça c'est un élément de réponse. Après il y en a probablement plein d'autres, mais là malheureusement je vais pas pouvoir trop vous éclairer de ce côté-là. Mais je ne sais pas si ça répond déjà un peu... J'ai envie de poser une question aux comédiens. Les émotions, quand on les vit comme ça, vous êtes passé par je ne sais pas combien d'émotions en une heure, ça donne du peps ou ça fatigue? Est-ce qu'il en reste une espèce de... Est-ce qu'il reste quelque chose d'émotionnel ou juste vous revenez très vite au calme? En fait, quand on est comédien, on est à distance. C'est-à-dire que... et puis d'autant plus avec l'improvisation où ça va tellement vite. C'est pas qu'on n'était pas sincère, mais... c'est que, voilà, on était dans la démonstration de l'émotion plus que dans le ressenti. Dans l'incarnation. Oui. C'est comme en tant que comédien, il y a différents. Mettons si on va répéter une pièce de théâtre où le personnage va passer par différents stades, la répétition va faire que, comme il était parlé tout à l'heure, le travail de l'acteur studio, des choses comme ça, vont faire que, je crois, on va rechercher plus à l'intérieur de nous-mêmes pour essayer de vivre les choses et de les transmettre. Là, on était aussi, moi, quelque part dans une démonstration. Donc,
en tant que la démonstration, on n'est pas du tout touché. Moi, en tant qu'individu, je ne suis pas touché. Je joue à. Donc c'est ça la force aussi du comédien. C'est ce qu'on appelle, ce que Brecht appelait la distanciation de l'acteur. Donc très souvent, on peut alors l'acteur studio dit oui, il faut ressentir pour émouvoir. Et il y a d'autres techniques de théâtre qui ne défendent pas ça, mais le comédien peut émouvoir ou faire rire ou pleurer ou toucher sans être lui-même complètement dans l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui, en rentrant dans un rôle, en s'en imprégnant au fil des jours, sont complètement dedans et ça les suit ensuite pendant des jours et des semaines, ou ça arrive ça? Mais c'est vrai que là, là, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a passé très rapidement, on a fait un panorama de toutes les émotions, donc c'était à la fois assez difficile de rester coincé à l'intérieur, et en même temps, je pense que on a tous eu des petits moments pendant lesquels on était à fond dans l'émotion. Effectivement, quand on se met à rire, qu'on est joyeux, bah oui, on devient réellement joyeux à l'intérieur. Mais dès qu'on passe à l'émotion suivante, il n'y a pas tellement de résidus de l'émotion précédente. Par contre, c'est vrai qu'au théâtre, quand par exemple on joue une pièce qui dure 2 heures et qu'on a un personnage très lourd, par exemple, il est souvent assez difficile d'en ressortir immédiatement. Il y a des acteurs qui n'arrivent pas du tout à en ressortir pendant des jours, qui deviennent dépressifs après des rôles très 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 profonds. Et puis, mais en tout cas, je crois que ce qu'on a tous vérifié, c'est que tout de suite après, on n'est en général pas à... Enfin, il faut nous prendre avec des pincettes, je dirais. D'accord. Tout de suite après généralement, après une représentation, on est très fragile, on est encore un... Si les gens, tout de suite après, nous disent « Oh, c'était intéressant ta pièce, mais j'ai pas tellement aimé, puis alors j'ai trouvé... » Alors là, on n'est pas bien du tout. On sait pas... souvent, on est tellement dedans souvent, on n'a pas la distance. On n'est pas... parce qu'il y a encore l'émotion du jeu. Mais c'est vrai aussi, les acteurs de cinéma, eux, sont beaucoup plus proches de l'émotion qu'un acteur de théâtre qui met à distance. Le cinéma, la caméra, elle est là. Donc il faut être vraiment au niveau de la sincérité et être dedans. C'est 2 facettes du métier qui ne s'expriment pas de la même manière. C'est sûr que le cinéma demande beaucoup plus, je pense, de côté intimiste et réaliste, alors que le théâtre, il faut qu'on puisse toucher la personne qui est au poulailler. Ouais. Et ça, c'est une méthode de travail. Et puis, il faut qu'on puisse la répéter quotidiennement, quoi. Oui. Donc, on apprend aussi des techniques de gestion de ces émotions pour pouvoir les restituer le lendemain d'une manière qui soit satisfaisante. Je crois que la mise à distance, c'est comme aussi un médecin ou une infirmière qui voit mourir quelqu'un tous les jours dans son service, etc. Il ne peut pas ramener ça chez lui à la maison. Donc nous, voilà, quand on a appris des techniques, quand on a des personnages qui sont lourds ou des vrais salauds, ou on met à distance en fait. On met à distance. Mais ça ne veut pas dire que... Mais nous, très souvent, si on est comédien, c'est parce qu'on a des gros problèmes en tant qu'individu avec nos émotions. Alors, on a trouvé un truc formidable, c'est de jouer des personnages qui n'ont même pas mal. Voilà. C'est vrai. Et moi, contrairement à mes camarades, moi, ça m'a énormément affecté de faire ça. Je vais mettre 1 mois à m'en remettre, je pense. Ouais, mais toi... Du tout, là. Ouais. C'est sûr. Non, je plaisante, bien sûr. Bravo, en tout cas. Et merci. On a passé un très, très bon moment. Merci à la Ligue d'Impro. Merci à Anne-Solène Maria. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Et puis, à une autre fois. Mais...